Alors, les étudiants, est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. 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 S'il vous plaît, est-ce que vous êtes toujours connectés? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous me suivez ou pas? Oui. Envoyez-moi un message, s'il vous plaît. Alors, on va continuer s'il n'y aura pas un autre problème. D'accord. Donc, je vous ai dit qu'on va parler aujourd'hui de la tuberculose et on a commencé à vous donner. Donc, j'ai commencé par les objectifs. Et je vous ai dit que le premier objectif, c'est de connaître la place de l'anatomie pathologique dans le diagnostic de la tuberculose. Le deuxième objectif, c'était de connaître les aspects et les lésions macroscopiques de la tuberculose en connaissant bien sûr le caséum et de connaître toutes les cellules du follicule tuberculeux. Je passe sur des prérequis parce que je n'ai plus le temps. Donc, comme vous le savez, la tuberculose est une maladie contagieuse c'est une maladie infectieuse et contagieuse qui est transmise par voie aérienne, qu'elle peut se voir aussi bien chez l'homme, mais également chez l'animal, qu'elle est due au bacille tuberculeux, au bacille de Koch, le Mycobacterium tuberculosis, et qui, une fois introduit dans l'organisme, va décrire des lésions un peu particulières, des lésions inflammatoires, mais qui sont particulières. Ces lésions inflammatoires, elles sont particulières. Pourquoi? Parce qu'elles sont caractérisées par l'apparition des granulomes épithéliogégontocellulaires et par l'apparition de nécrose caséeuse. La nécrose caséeuse qui est un peu particulière à la tuberculose. Je vous ai dit que comme l'objectif de ce cours, c'est de connaître les aspects macroscopiques des lésions tuberculoses, puisque vous connaissez la tuberculose sur le plan clinique, sur le plan radiologique et sur le plan biologique. Aujourd'hui, vous allez voir la tuberculose, comment elle va se présenter sur le plan anatomopathologique. Et pour les aspects anatomopathologiques, vous savez que l'anapathe, c'est les lésions macroscopiques et ensuite les lésions microscopiques. Les lésions microscopiques. Donc, on commence par les aspects macroscopiques des lésions tuberculeuses. Et la tuberculose, elle décrit un certain nombre de lésions. En allant des plus petites vers les plus grandes, on va décrire ces différentes lésions. Il faut savoir que la tuberculose, elle décrit les principales lésions macroscopiques sont des lésions qui sont nodulaires, c'est-à-dire c'est des lésions qui sont bien limitées, et les lésions infiltratives. Ce sont les deux grands types de lésions macroscopiques de la tuberculose. Donc, soit des lésions nodulaires, soit des lésions infiltratives. Les lésions nodulaires, c'est des lésions qui apparaissent sous forme arrondie ou ovalaire, qui sont bien limitées et de taille variable. Et en allant des plus petites vers les plus grandes, on va voir toutes ces lésions. Vous me suivez? Un message, s'il vous plaît. Est-ce que vous me suivez? Oui. Oui. Oui.
Donc, les premières lésions ou les lésions les plus petites sont représentées par les granulations miliaires. Donc, les granulations miliaires sont les plus petites lésions macroscopiques de la tuberculose. Tuberculose, ce sont c'est des nodules qui sont à la limite de la visibilité, c'est-à-dire c'est des petits points dont la taille, généralement, elle ne dépasse pas le 1 millimètre, malgré que certains articles, vous trouvez que la taille, elle varie, elle peut aller jusqu'à 3 millimètres. Leur caractéristique, ces granulations, c'est qu'elles ont Les étudiants, les bras, moi je ne vois rien, il n'y a pas leur كاش avancement في le cours كاين. également pour les granulations miliaires, Allô? réparties de façon diffuse. Oui, le diapo حابس. C'est quoi le problème, s'il vous séparées plaît? les unes des autres par de tissu sain. Là, ce que vous voyez sur cette diapo, sur cette planche, c'est que là, ce que vous voyez en rouge, c'est le parenchyme pulmonaire quand il n'est pas fixé, c'est-à-dire à l'état frais. Et ces petites lésions blanchâtres, ce sont les nodules, c'est les granulations miliaires plutôt. Et vous voyez là que ces granulations, elles sont séparées les unes des autres par du parenchyme sain. Bien sûr, là, elle vous paraît grande parce que c'est dû au grossissement. Donc, mais elles sont, vous allez les voir sur un parenchyme, les mêmes granulations dans un parenchyme fixé, c'est-à-dire fixé formol, et vous allez les voir comment elles sont. Donc, ce que vous avez vu sur parenchyme non fixé, parenchyme frais, vous le voyez maintenant sur un parenchyme qui est fixé. Le parenchyme pulmonaire qui apparaît un peu marron brunâtre, donc une couleur brunâtre du parenchyme pulmonaire normal quand il est fixé dans le formol. Et vous voyez des petites lésions qui sont un peu punctiformes, c'est des petits points qui sont disséminés de façon diffuse dans le parenchyme pulmonaire et qui sont séparés par du parenchyme sain. Le deuxième type de lésions nodulaires, ce sont les tubercules. Les tubercules, il en existe trois types. Vous avez les tubercules miliaires, les tubercules crus et les tubercules enquistés. Et ces tubercules, ces lésions, c'est également en fonction de leur taille et de leur groupement. Pour les tubercules miliaires, ce sont des lésions qui sont un peu plus grosses que les granulations miliaires. Leur particularité, sont disposées en amas de 2 ou 3, un groupe de 2 ou 3 et qui sont un peu confluents. Les tubercules crus, ce sont des lésions qui sont un peu plus grandes, plus grosses, c'est des nodules qui sont un peu plus gros, dont la taille peut atteindre 1 cm. Donc, ce n'est plus le 1 mm ou le 3 mm, mais c'est des lésions qui sont de diamètre un peu plus grand et elles sont de couleur blanc jaunâtre. Les tubercules enquistés, comme leur nom l'indique, c'est des tubercules qui sont un peu plus gros que les tubercules crus parce que leur centre est fait de la même façon qu'un tubercule cru et leur particularité, c'est qu'ils sont limités par une coque fibreuse adhérente au tissu voisin. C'est pour cela qu'on les appelle tubercules enquistés, c'est-à-dire qu'il y a une paroi qui les entoure. Et voilà, là, c'est toujours le poumon avec les branches et les bronchioles. Et vous avez, là, c'est l'aspect de tubercules miliaires qui, comme vous le voyez ici, ils sont regroupés. Là, vous avez 2, là, vous avez 3, et là, vous avez un groupe de 5 tubercules miliaires et la taille, elle est plus grande. Le troisième type de lésion nodulaire, donc on avait vu les granulations miliaires, les tubercules miliaires et le tuberculum. Le tuberculum, c'est quoi? C'est une grosse masse caséeuse qui est faite de plusieurs centimètres de diamètre et elle est constituée par des couches concentriques, comme vous le voyez sur l'image. Donc là, c'est le parenchyme pulmonaire qui est brunâtre et là, c'est le tuberculum qui est une masse caséeuse avec la superposition des couches de caséum et qui peuvent être séparées par des calcifications.
On passe maintenant, donc on a terminé avec les lésions nodulaires. On avait parlé des lésions nodulaires, des granulations miliaires, les tubercules et le tuberculum. Pour les lésions infiltratives, c'est des lésions qui ne sont pas systématisées, c'est des lésions qui sont étendues et qui ne sont pas limitées. Leurs limites sont floues. Il en existe trois types. Vous avez l'infiltration gélatiniforme qui est molle et translucide parce que, comme son nom, donc gélatiniforme, elle est translucide, donc elle est brillante. Cet aspect, il est très rare. Le deuxième aspect, c'est l'infiltration grise et granuleuse, qui est blanc grisâtre, l'aspect un peu sec, et l'infiltration jaune qui est molle et molle. Sa consistance, elle est molle, onctueuse au toucher et qui est le prélude au ramollissement, c'est-à-dire elle précède le ramollissement. Un des objectifs, on avait dit qu'il faut connaître ce que c'est que le caséum ou la nécrose caséeuse. Donc, le caséum, c'est quoi? C'est de la nécrose. La nécrose, c'est quoi? C'est un foyer de destruction tissulaire qui est d'aspect un peu particulier, qui est très évocateur d'une tuberculose. Donc, quand on voit le caséum, on pense directement à la tuberculose. C'est vrai qu'il peut apparaître dans une autre lésion, mais quand on est dans un pays d'endémie de tuberculose, donc pays où la tuberculose est la plus fréquente. Donc, le premier diagnostic auquel on pense quand on voit du caséum, c'est la tuberculose. Oui, c'est la tuberculose. Le caséum, quand il est récent, il est de couleur blanc jaunâtre, de consistance pâteuse, onctueuse, qui rappelle le fromage blanc. Donc, son aspect macroscopique, il ressemble à du fromage blanc. Quand il est plus ancien, il devient grisâtre et peut s'imprégner de calcaire. Donc, il devient calcifié. Parfois, le caséum peut se ramollir, se liquéfier. Il devient alors grumeleux, ressemblant à du lait coagulé. Le ramollissement du caséum lui donne l'aspect à du lait coagulé, c'est-à-dire vous avez le liquide et des grumeaux à l'intérieur. Il peut s'éliminer par un conduit de drainage, laissant en place une cavité que vous connaissez, qu'on appelle la caverne tuberculeuse, qui se présente sous forme d'une cavité. Là, vous avez une image d'une caverne, donc c'est une cavité creusée. Là, c'est le poumon. Vous avez là une caverne, une deuxième et une troisième caverne, qui est faite d'une paroi d'épaisseur variable et qui s'accroît avec l'ancienneté et qui communique avec la branche de drainage. Donc, quand le caséum est ramolli et éliminé par un conduit de drainage, il laisse en place une cavité qui est vide avec une paroi d'épaisseur variable selon l'ancienneté de la lésion. Comme vous le savez, le poumon est limité par la plèvre. Vous avez la plèvre viscérale tout en contact du parenchyme pulmonaire et la plèvre pariétale. Entre ces deux feuillets existe un espace virtuel. Normalement, c'est un espace qui est virtuel, mais en cas de tuberculose, surtout la tuberculose pleuropulmonaire, quand il y a une réaction pleurale, vous trouvez du liquide ici, ce qu'on appelle la pleurésie. Quand il y a de l'air, c'est le pneumothorax. Pathologique, bien sûr, donc c'est pathologique. Mais là, vous voyez que les deux feuillets sont accolés les uns aux autres et sont fibrosés. Ça réalise ce qu'on appelle les lésions de pachypleurie qui accompagnent généralement la tuberculose. Donc, l'épaississement des deux feuillets pleuraux et leur accolement réalise ce qu'on appelle les lésions de pachypleurite. On a terminé avec les lésions macroscopiques de la tuberculose. On passe maintenant aux lésions histologiques, c'est-à-dire ce qu'on voit à l'œil, ce qu'on voit au microscope, les lésions microscopiques de la tuberculose. Vous avez fait en troisième année le cours sur le processus inflammatoire. Donc, la tuberculose, c'est une inflammation, c'est une maladie infectieuse, mais qui décrit une inflammation. Donc, elle passe par les mêmes stades qu'une inflammation banale, sauf que cette inflammation-là, elle a quelques particularités. Donc, la première phase de la tuberculose, c'est la phase exudative. Elle est comparable à celle du processus inflammatoire banal. Donc, il s'agit de lésions initiales et correspondent à la phase aiguë de l'inflammation. Par quoi elles sont caractérisées, ces lésions? C'est que, comme leur nom indique, phase exudative, donc
il y a l'intervention de la vascularisation. Donc, vous avez la congestion vasculaire, vous avez l'œdème pulmonaire, l'œdème, et vous avez la leucodiabetes, l'intervention des polynucléaires. L'évolution de cette phase, donc il n'y a rien de particulier dans cette phase par rapport aux autres, au processus inflammatoire banal. Seulement que l'évolution de cette phase, elle peut se faire soit vers la régression, soit vers l'apparition d'une nécrose caséeuse qui est très évocatrice de la tuberculose en réalisant des lésions, ce qu'on appelle des lésions caséo-exsudatives très riches en mycosis tuberculosis. Donc, au début, avant qu'il y ait la nécrose, les lésions sont banales, lésions d'alvéolite fibrineuse, œdémateuse, congestive, avec quelques histiocytes qui sont au niveau de la lumière, au niveau de la cavité, au niveau des alvéoles. Là, vous avez une image pulmonaire, donc là, vous avez une alvéole, ce que vous voyez en A, c'est les alvéoles. L'alvéole, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient la cavité, elle est remplie d'air normalement. Vous avez là la capsule, la cloison alvéolaire qui est faite de petites cellules cubiques aplaties et le contenu normalement il est vide, il est fait de l'air. Là, par exemple, dans ce cas, vous voyez que le contenu alvéolaire il est inhomogène. Vous voyez des foyers de nécrose, vous voyez des restes cellulaires et donc vous voyez ici des histiocytes, des macrophages, donc l'alvéolite macrophagique, nécrosante, etc. Et vous avez la congestion des vaisseaux. Vous voyez bien les vaisseaux qui sont là et qui sont congestifs. Les vaisseaux, donc les phénomènes vasculo-exsudatifs qui prédominent, les vaisseaux congestifs, l'œdème. Et par contre là, vous avez de la nécrose, donc on est au stade d'alvéolite caséo-exsudative. Après la phase exsudative, vous avez la phase cellulaire. La phase cellulaire, c'est que dans la tuberculose, elle est un peu particulière parce que dans les autres inflammations, on a une réaction cellulaire, mais il n'y a pas un agencement un peu particulier. Dans la phase cellulaire de la tuberculose, ça représente quoi? Ça représente les lésions folliculaires, c'est-à-dire que les cellules vont emprunter un certain agencement en amas, en granulome ou en follicule. Donc, l'inflammation aiguë peut évoluer vers un stade de prédominance cellulaire et cette évolution est en rapport avec quoi? Avec la mort des bacilles tuberculeux. La mort des bacilles tuberculeux qui va libérer les phospholipides qui sont situés au niveau de la membrane cytoplasmique et ces phospholipides vont induire l'apparition d'une réaction cellulaire faite de trois éléments qui sont les cellules histiocytaires qui, dans le cas de la tuberculose, vont prendre l'aspect de cellules épithélioïdes. Et ces cellules épithélioïdes sont de grandes cellules de formes un peu variées. Elles peuvent être ovalaires comme elles peuvent être arrondies. Donc arrondies, ovalaires ou alvéolaires. Arrondies, leur noyau est également rond, centré par un petit nucléole. Quand elles sont allongées, elles ont un aspect un peu rubané, un noyau ovalaire incurvé, mais le cytoplasme il est abondant et faiblement éosine dans les deux formes. Donc là, c'est les cellules histiocytaires qui prennent la forme de cellules épithélioïdes. Le deuxième type de cellules, ce sont les cellules géantes de Langerhans. Les cellules géantes de Langerhans, ce sont de grandes cellules, les plasmodes, ce qu'on appelle les plasmodes, c'est de grandes cellules, un cytoplasme abondant et eosinophile et un noyau qui est très nombreux. Les noyaux sont très nombreux, qui sont rangés en demi-cercle, en couronne ou en fer à cheval. Donc, c'est la caractéristique de la cellule géante, les caractéristiques de la cellule géante de Langerhans qu'on trouve dans les lésions tuberculeuses, parce qu'il existe un autre type de cellules géantes qui sont des cellules de Muller, et ces cellules, elles sont caractérisées également par un grand nombre de noyaux, mais qui sont situés au niveau
au niveau du centre de la cellule. Et ces cellules de Müller, on les retrouve généralement autour d'une réaction à corps étranger. Le troisième élément qui forme le follicule tuberculoïde, c'est les lymphocytes qui se disposent en couronne périphérique. Et là, je vous montre les lésions folliculaires. Là, vous avez un follicule, ce que vous voyez là. Est-ce que vous m'entendez, les étudiants? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Oui. Oui, d'accord. Donc là, vous avez le follicule qui est formé par les cellules épithélioïdes que vous voyez là. Les cellules épithélioïdes, c'est des cellules qui sont mononucléées. Et vous avez les cellules géantes qui sont des cellules multinucléées. Donc, vous avez la cellule géante, les cellules épithélioïdes qui sont tassées les unes contre les autres, et vous avez en périphérie la couronne lymphocytaire que vous voyez, les petits lymphocytes qui apparaissent sous forme de petits points noirs. Là aussi, c'est pour vous montrer également la cellule géante qui est faite, comprend plusieurs noyaux, et là, les cellules épithélioïdes. Là, c'est un follicule épithélioïde. Il n'y a pas de cellules géantes, mais il est uniquement épithélioïde. Les lésions, le troisième type de lésion histologique de la tuberculose, c'est les lésions caséofolliculaires. Donc, avant, on avait vu les follicules sans nécrose caséeuse. Là, il est épithélioïde, il a épithéliogé cellulaire, mais il n'est pas pourvu de cette nécrose cellulaire. L'évolution de ces l'inflammation, elle peut également se faire vers les lésions caséofolliculaires. Et ces lésions caséeuses, la nécrose qui se trouve dans le follicule ou en dehors du follicule, elle est en rapport avec la multiplication des bacilles tuberculeux qui va être à l'origine. Donc, la mort cellulaire, la mort bacillaire, elle entraîne une réaction cellulaire. La multiplication du bacille va entraîner une nécrose, c'est-à-dire une destruction du tissu dans lequel elle se développe. Cette nécrose est appelée caséome ou nécrose caséeuse. Donc, histologiquement, le caséome, il apparaît comment? Il apparaît comme une substance iosinophile, c'est-à-dire rose, finement granuleuse, dépourvue de cellules, c'est-à-dire elle a un aspect homogène à la coloration visuelle, mais on peut voir quelques fibres quand on fait des colorations spéciales. Mais la coloration standard à l'émalin et aux zynes, le caséome, il apparaît homogène. Au début de sa constitution, le caséome, il contient des bacilles tuberculeux que, comme je vous ai déjà dit, ultérieurement, ces bacilles tuberculeux vont se nécroser dans le caséome mal vascularisé, ce qui va induire une réaction folliculaire tout autour de la nécrose caséeuse. Et là, vous avez un follicule tuberculeux qui est fait de cellules épithélioïdes, de cellules géantes, et là, vous voyez le foyer de nécrose caséeuse, et vous voyez la nécrose caséeuse qui apparaît rosâtre et eosinophile. Là aussi, c'est un follicule avec la nécrose et la cellule géante tout autour, ou plutôt au centre. Dans l'évolution des lésions tuberculeuses, il peut y avoir l'apparition de lésions enquistées ou fibreuses. Donc, je vous ai dit que ça suit le même stade que le processus inflammatoire. Le processus inflammatoire, donc vous avez les phases vasculo-exudatives, la phase cellulaire et la phase de cicatrisation. Là, ça ressemble à la phase de cicatrisation. Donc, des cellules conjonctives vont pénétrer le follicule tuberculeux, et donc c'est des fibres de collagène qui vont dissocier les cellules épithélioïdes et géantes et les lymphocytes, puis ils les remplacent totalement. Donc, le follicule simple qui était uniquement formé par des cellules épithéliogégontocellulaires et des lymphocytes va devenir un amas fibreux, homogène,
Et le follicule caséeux, avec nécrose caséeuse, se transforme en lésion caséeuse, caséofibrose qu'on voit ici. Là, vous avez le caséum et tout autour, vous avez de la fibrose. Là, vous avez de la fibrose, il n'y a plus de cellules géantes ou de cellules épithélioïdes. Un mot sur l'évolution du caséum. Il faut savoir que le caséum ne se résorbe pas spontanément. Il se résorbe, mais sous traitement. Le caséum possède 3 possibilités évolutives. Il peut persister, s'entourer de fibrose d'enquistement. Il peut se dessécher et ultérieurement se calcifier. Et il peut au contraire se liquéfier et se ramollir. Et dans ce cas, une fois ramolli, il peut il change de texture ou de couleur, le caséum ramolli, et il apparaît plus basophile, riche en éléments cellulaires et en noyaux qui sont pycnotiques, c'est-à-dire détruits. Le ramollissement du caséum, on l'avait déjà dit, il coïncide avec une intense multiplication des bacilles tuberculeux. Et là, voici les principaux modes évolutifs de caséum illustrés sur ces photos. Là, vous avez, on avait dit l'enquistement. Vous voyez la nécrose, le caséum qui est au centre est limité par une coque fibreuse. Ça réalise l'aspect d'un kyste, donc un enquistement. Là, c'est le dessèchement du caséum, donc la calcification. Et là, vous avez le ramollissement, et je vous ai dit que le ramollissement, le caséum ramolli, il devient inhomogène, il devient plus basophile, c'est-à-dire qu'il apparaît plus mauve et n'est plus eosinophile, rosâtre. Il n'est pas homogène et il est riche en noyaux pycnotiques, en noyaux qui sont en destruction. Les conséquences de ce ramollissement dépendent du siège de la lésion. Quand le caséum est éliminé par une branche de drainage, le cas de la tuberculose pulmonaire, et quand vous avez une masse caséeuse qui se draine par une branche de drainage, ça réalise ce qu'on appelle la caverne tuberculeuse. Quand le caséum ne peut s'évacuer, il peut rester sur place et réalise ce qu'on appelle un abcès froid. C'est le cas, par exemple, quand on a un abcès froid au niveau des muscles. Et le caséum peut entraîner une ulcération tuberculeuse quand il intéresse un revêtement. Par exemple, vous avez un ganglion et qui fistulise à l'extérieur de la peau. Les formes anatomocliniques de la tuberculose. Donc, la tuberculose, il y a plusieurs formes anatomocliniques, donc vous allez les voir en détail en clinique, le cours clinique. La première forme, c'est la primo-infection tuberculose. La primo-infection tuberculose, c'est, comme son nom l'indique, c'est le premier contact du BK avec l'organisme. Donc, elle comprend des lésions qui sont dues au premier contact de l'organisme avec le bacille tuberculeux, essentiellement, bien sûr, par voie aérienne et plus rarement par voie digestive, mais c'est essentiellement la voie aérienne. Cette primo-infection, vous allez la voir en détail, donc en clinique, donc elle peut passer totalement inaperçue, c'est-à-dire qu'elle n'est pas symptomatique, ni cliniquement, ni radiologiquement, comme elle peut avoir une traduction uniquement radiologique, c'est les microcalcifications qu'on voit au niveau d'un parenchyme pulmonaire, ou au contraire, elle peut posséder une symptomatologie clinique. Et qu'est-ce qu'elle associe la primo-infection? Donc, la primo-infection, elle est caractérisée par le chancre d'inoculation et l'adénopathie satellite médiastinale. Et ces deux lésions sont purement caséeuses et elles évoluent vers la calcification. Donc, l'adénopathie, généralement, elle est médiastinale, latérotrachéale, généralement droite, avec un foyer pulmonaire d'inoculation, ce qu'on appelle le chancre d'inoculation, qui est un petit foyer caséeux. La deuxième forme est la tuberculose pulmonaire maladie de l'adulte. Donc, elle survient généralement après la primo-infection et morphologiquement, elle comprend tous les types tout le type de lésions macroscopiques et donc polymorphe. Elle est polymorphe. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la tuberculose, on peut avoir des lésions nodulaires, on peut avoir des granulations miliaires, on peut avoir des lésions
dans 10 minutes, passer au niveau supérieur, supprimer cette limite. Donc, je vous ai dit que la tuberculose maladie, elle est polymorphe, donc elle regroupe plusieurs types de lésions. On peut avoir des granulations, des tubercules, une caverne, tous les types de lésions peuvent se voir au niveau de la tuberculose maladie. Donc, l'aspect, il est polymorphe aussi bien macroscopiquement que microscopiquement, c'est-à-dire on peut avoir des follicules de la nécrose caséeuse éparpillés en dehors des follicules, on peut avoir des follicules enquistés, c'est-à-dire limités par de la fibrose, comme on peut avoir des follicules caséaux avec de la nécrose caséeuse. La troisième forme anatomoclinique est représentée par la miliaire tuberculeuse. La miliaire tuberculeuse, là aussi, vous allez la voir en détail en clinique. Là, cette forme, elle est diffuse. Donc, la miliaire tuberculeuse, c'est une forme qui est diffuse et elle se fait par dissémination hématogène à tout moment de la maladie tuberculeuse, même lors de la primo-infection. Elle est faite de granulations miliaires qui évoluent toutes en même temps, donc sont au même stade évolutif. Elle atteint à des degrés divers tous les viscères. Donc, comme elle se transmet, la dissémination, elle se fait de façon hématogène. Donc, la miliaire, elle peut intéresser aussi bien le poumon, le foie, l'arête, le méninge, l'os. Donc, elle peut se voir à tous les niveaux. Et voilà, j'ai terminé. Donc, j'espère que vous avez j'espère que vous avez compris un petit peu. Donc, il faut ce que vous devriez, ce que vous devez garder en tête, ce sont les objectifs de ce cours qui sont les aspects macroscopiques, les différentes lésions macroscopiques qui peuvent être nodulaires ou infiltratives. Les nodulaires, il y a différents types de lésions nodulaires, des plus petites vers des grosses. Les plus grosses, vous avez les granulations miliaires, les tubercules, le tuberculome, qui est la grosse masse, sa taille, elle est plus volumineuse. Vous devez également garder en tête les aspects, donc je vous ai les tubercules, donc les lésions nodulaires, les granulations miliaires, les tubercules, le tuberculome, les lésions histologiques. Vous devez, un autre objectif, c'est le caséum. Il faut savoir ce que c'est que le caséum. Le caséum, c'est la nécrose. C'est un foyer de destruction, c'est une nécrose. Le caséum, c'est un foyer de destruction tissulaire en rapport avec le bêta, dans le cadre de la tuberculose et qui nous oriente vers la tuberculose. Pour les lésions, les aspects histologiques, c'est surtout le follicule épithéliogé cellulaire avec nécrose caséeuse, qui est, je peux dire, pathognomonique de la tuberculose. Et les formes de la tuberculose. Je ne vous ai pas parlé du premier objectif qui est de la place de l'anatomie pathologique dans le diagnostic de la tuberculose. Et là, c'est surtout dans les formes, par exemple, si vous avez dans les formes où le diagnostic n'est pas très, très évident, parce que si vous avez un malade symptomatique avec la toux, avec la fièvre, le spirale, avec les crachats, la bacilloscopie qui est positive, vous avez une image radiologique qui est très en faveur. Par exemple, vous avez une caverne au niveau du sommet droit du poumon. Là, le diagnostic, il est évident. Le diagnostic n'est pas évident quand vous avez, par exemple, une tuberculose à localisation bronchique ou une tuberculose. Là, je vous parle surtout de la tuberculose au niveau respiratoire parce que vous êtes en pneumo, mais la tuberculose, elle peut se voir ailleurs et elle peut poser des diagnostics, un problème de diagnostic dans les autres localisations. Donc, dans le cadre de tuberculose pulmonaire, par exemple, si vous avez une tuberculose pleuropulmonaire, vous avez une réaction de la plèvre, donc vous avez du liquide au niveau de la plèvre, et là, la pleurésie, elle va cacher un petit peu les lésions au niveau du poumon, et là, on est obligé de faire une biopsie pleurale pour voir, pour trouver justement le diagnostic, pour avoir ces follicules sur lesquels on va poser le diagnostic de tuberculose. Bien sûr, la pleurésie, généralement, il y a des signes qui orientent même avant
la biopsie, vous avez un adulte jeune avec une toux, vous faites une ponction pleurale, vous retirez de liquide dans ses trains et quand on étudie ce liquide, on trouve une réaction inflammatoire qui est riche en lymphocytes qui peut nous orienter vers la tuberculose. C'est rarement où on trouve des cellules géantes et des cellules épithéliales au niveau du liquide pleural. Mais quand on fait la lecture de la biopsie, on trouve les lésions folliculaires ou quasi-folliculaires et là, on pose le diagnostic de la tuberculose parce que donc là, ils ont besoin d'une réponse anatomopathologique pour surtout les localisations bronchiques, les localisations pleurales et les localisations pulmonaires parenchymateuses quand les lésions ne sont pas très évidentes et ne sont pas très parlantes. Donc là, c'est là où le rôle de l'anatomopathologie ou de l'examen anatomopathologique est très important dans le diagnostic de la tuberculose. Donc, j'ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions à me poser. Allez-y, avant que le temps ne passe. Il vous reste 3 minutes. Je peux vous répondre. Est-ce que vous avez des questions? البطاطا. Le son n'était pas bon. Est-ce que vous avez des questions? ناكلوا البلوطة. Vous avez des questions? Est-ce que vous بلوط. avez compris un petit peu? Ça va, oui, merci, madame. Vous avez compris? Merci. Très bien. Alors, bon courage et merci à vous aussi. شكون جاي هذا اللي قاعد يهضر؟ شو بك جاي كيف انك عطونا بلوط. C'est bon. Ah ouais, ils n'ont plus de questions. Le reste du monde. Arrêtez. Oh non, je suis enregistrement. C'est enregistré.